Merci, Adi. Moyen, herzlich willkommen für Jiderin. C'est un moment important pour nous aujourd'hui, pour Amnesty International et pour toutes les personnes qui ont été affectées par la torture, parce que nous avons décidé de lancer une campagne mondiale contre la torture. Donc ce briefing va être constitué de 4 parties. Il y aura d'abord un petit mot de notre président, notre nouveau président, David Pereira, qui malheureusement n'est pas là, donc il sera par message vidéo. Ensuite, je vous donnerai un rapide aperçu du rapport que nous sortons aujourd'hui sur les grandes tendances mondiales concernant la torture. Et puis, je passerai la parole à ce qui sera peut-être le moment le plus important. Ce sera quand Yolanda, Riyad et Reza parleront de leur propre expérience. Je pense que ce sera certainement le moment le plus fort et le moment le plus important pour nous en tant qu'Amnesty International, parce que c'est le moment où nous nous effaçons et nous laissons les personnes qui connaissent la question malheureusement mieux que quiconque pour en parler. Et puis alors Antonia, qui est assise à la table, touchera en quelques mots des actions d'Amnesty International dans les prochains mois. Nous allons passer d'une langue à l'autre. David parlera en luxembourgeois, Yolanda en luxembourgeois, Riyad en anglais et Reza en persan et puis en anglais, traduit vers l'anglais. Voilà. On va commencer avec David. Bonjour. Am Namen vom Verwaltungsrat von Amnesty Lützeburg will ich euch einmal da ganz herzlich willkommen heißen noch bei der Pressekonferenz vom 12. Mai 2014. Das Thema, das heute behandelt wird, ist Folter und Foltermethoden. Ein Thema, um dem Amnesty International schon seit ganz langem schafft. 1977 wurde Amnesty nämlich dafür auch den Friedensnobelpreis gekriegt. 1984 wurde Amnesty fertig gebracht, dass an der UNO ein Aufkommen unterschrieben ging, wo alle Regierungen sich engagiert haben, für Folter und Foltermethoden aufzuschaffen. Heute, 30 Jahre danach, können wir feststellen, dass noch ganz viel Arbeit um den Punkt zu machen ist. Die Regierungen haben auf der einen Seite fertig gebracht, dass die Folter und Foltermethoden aufgeschafft gehen, aber ganz viele Länder gehen Folter und Foltermethoden noch ganz oft benutzt gegen die Leute, die für die Meinungsfreiheit kämpfen. Wie gesagt, dann haut aus, 30 Jahre danach. Auf der einen Seite haben die Regierungen tatsächlich fertig gebracht, dass die Folter und Foltermethoden aufgeschafft sind. Auf der anderen Seite gehen die Methoden aber weiterhin unterstützt und angesetzt. Und das ist ein großes Problem. Wir haben heute 3 Leute zu begrüßen, die Zeugen gewesen sind an ihren Heimatländern von Gewalt, von Missbrauch, von Folter. Die Länder, das ist Iran, das ist Syrien, das ist Chile. Die 3 Leute haben selber viel gelitten unter diesen Methoden, haben selber Familien gehabt, die gelitten haben, die gefoltert sind, also sie wollen uns ein Stück von dieser Geschichte erzählen. Das erfordert von den 3 Leuten, vom Riyad, vom Reza und vom Yolanda, eine ganz große Courage, für sich hier so zu äußern. Dafür mache ich auch einen Appell an ihre professionelle Sensibilität, für auch ganz respektvoll mit denen umzugehen. Ich wünsche Ihnen eine ganz interessante Pressekonferenz. An die Damen und die Herren, ich wünsche schon vielmals merci, dass ihr da seid. Donc avant de leur passer la parole, je vais revenir sur un rapport dont vous avez une copie dans votre petit dossier. Donc ce rapport est assez alarmant parce qu'il dit qu'aujourd'hui, 30 ans après l'adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies de la Convention contre la torture, 141 États pratiquent encore la torture. Donc ça fait 3/4 des États qui pratiquent la torture malgré une convention qui l'interdit. Donc c'est vraiment un cri d'alarme d'Amnesty International, et je voudrais dire quelques mots sur la situation dans les pays proches parce qu'il y a vraiment du travail. Si on regarde le continent européen, la grande Europe, le premier gros problème en matière de torture, c'est vraiment dans les pays de l'ex-Union soviétique, donc Biélorussie en particulier, Ukraine, Azerbaïdjan, Russie en particulier dans le Nord-Caucase, où la torture est répandue, voire très répandue. Si
si on regarde les pratiques de certains groupes séparatistes ou des groupes islamistes, cette pratique est encore plus répandue. Elle fait partie de la routine, du quotidien de ces groupes. Alors si on regarde l'Union européenne, là, c'est un petit peu moins préoccupant, mais quand même si la torture est rare, elle est souvent impunie. Donc il n'y a pas de sanction contre ceux qui la pratiquent. Dans le cas de l'Union européenne et des Balkans, nous observons aussi qu'un certain nombre de pays se sont rendus complices de torture dans le cadre des prisons de la CIA, des prisons qui ont été constituées, les prisons secrètes de la CIA, constituées après le 11 septembre 2001. C'est en particulier le cas de 3 pays, la Lituanie, la Pologne et la Roumanie. Cette situation aujourd'hui est en train de se normaliser, mais il y a encore vraiment du travail. 2 autres pays de l'Union européenne qui sont coupables de coups et traitements dégradants de migrants, c'est la Grèce et l'Espagne, tous les deux dans le cadre de ce qu'on appelle le pushback, donc soit des migrants qui sont repoussés à la mer, soit des migrants qui sont tout simplement battus pour être refoulés quand ils arrivent à la frontière de l'Union européenne. Autre pays du continent qui est très important pour nous à Amnesty, c'est la Turquie, où on a d'une part des développements positifs au niveau des prisons, donc la torture est en réduction dans les prisons. Par contre, dans le cadre des manifestations, en particulier les manifestations qui ont commencé l'année dernière autour du parc Gezi, là nous avons constaté un nombre important de cas d'utilisation de la force excessive. Nous avons documenté un certain nombre de cas dont on peut vous reparler à l'occasion. Alors, quelques mots sur la Convention. Donc, cette Convention, elle date de 1984. Elle a été adoptée le 10 décembre, le jour de la Journée internationale des droits de l'homme, le 10 décembre 1984. Elle compte aujourd'hui 155 États parties, donc des États qui ont signé et ratifié cette Convention, ou qui ont accédé à cette Convention. Elle compte à peu près tous les États de la planète comme signataires, certains doivent encore la ratifier, et donc c'est vraiment une convention universelle. Même les grands États qui restent en dehors des conventions sont partis à cette convention-ci. La Russie, la Chine, les États-Unis sont dans la convention. Donc c'est vraiment une convention très forte. Pourtant, aujourd'hui, 79 États, 79 États partis, donc des États qui sont partis de la convention, pratiquent encore la torture et violent donc la convention. Au niveau du Luxembourg, le Luxembourg a signé la convention en 85, il a ratifié en 87, et nous n'avons aujourd'hui pas d'informations sur des cas de torture sur le territoire luxembourgeois. Ce qui ne signifie pas qu'il n'y en a pas, qu'il n'y a pas de mauvais traitement, mais ça n'est aujourd'hui pas documenté. Par contre, il y a sur le territoire luxembourgeois des personnes qui ont été victimes de torture dans d'autres territoires. Les personnes qui sont autour de moi, nous en parlerons dans quelques instants. Encore un mot sur les perceptions de l'opinion. Nous avons au niveau d'Amnesty International effectué une enquête dans 21 pays. Nous avons interrogé 21 000 personnes pour leur demander des questions sur comment est-ce qu'ils voient la torture. Et un résultat très important de cette enquête est que 44% des personnes craignent d'être torturées un jour. Donc ça veut dire presque une personne sur 2 a peur d'être torturée. Il y a évidemment des pays où la peur est plus importante que dans d'autres. Autre résultat important, 82% des personnes demandent des règles plus strictes concernant la torture. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un courant de l'opinion mondiale qui veut que la torture fasse vraiment partie du passé. Pour ça, Amnesty International appelle à ce qu'on appelle des garanties. Des garanties qui sont en fait des actes par lesquels un acteur s'interpose entre le tortionnaire et la victime. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire par exemple d'envoyer des observateurs dans les prisons, de filmer les interrogatoires, de conduire des examens médicaux, d'assurer la présence d'un avocat durant les interrogatoires, de constituer des enquêtes et de conduire des poursuites
vis-à-vis des auteurs de torture. Et puis surtout, de prévoir des réparations pour les victimes. Je vais m'arrêter là et je vais tout de suite passer la parole à nos amis à côté de moi en soulignant encore une fois, comme David l'a fait il y a quelques instants, donc leur courage. Je pense que c'est vraiment... ça veut dire beaucoup pour Amnesty d'avoir des personnes qui acceptent de parler de ce qui est peut-être le pire moment de leur existence. Et donc je vous demanderai un petit peu en écho à ce que David disait il y a quelques minutes, dans vos questions, de peut-être faire preuve d'un petit peu de prudence. Yolanda nous a demandé de ne pas avoir de questions. Pourquoi ? Parce que ça remue énormément de choses qui sont très très difficiles. Donc voilà, je vais tout de suite passer la parole à Yolanda. Donc, nous aurons dans l'ordre Yolanda qui nous parlera de ce qu'elle a vécu dans les années 70, 70. Reza, on parlera plutôt des années 80. Et puis Riyad venant de Syrie, ce sera plutôt les tout récents. Là, on parle vraiment des années entre 2011 et aujourd'hui. Donc 3 pays dans l'ordre: le Chili, l'Iran et la Syrie. Voilà. Yolanda, vous avez le micro. Mooi. Ich gehe von denen, die Lützeburg mit Axel, weil ich schwätze Lützeburg, aber ich will Axel und Hannen, das sind von meinem Spanisch und von Deutschen. Ich sehe Yolanda Arellano Carvajal. Bei ihnen von Folteren, Torturschweiz, wird Nehmen von Akt zu Folteren, am Phantomat verbunden schlechten Traitementen gespannt, was Eis aber vergessen ist. Die Konsequenzen für AFA und für die Familie. Ich will hier erzählen, dass ihn für immer von so Torturen markiert bleibt. Und ich kann niemand bestätigen, dass Leben nur der Tortur nicht mehr dasselbe ist. Kein, ob so eine Erfahrung für berät. Es gibt nichts, was als für berät, für seinen eigenen Tod entgegentreten. Inzwischen denen von vielen Torturen unter dem Regime von Pinochet waren die Hinrichtungen, Simulationen, Drohungen, Humiliationen, Beleidigungen, Zerstörungen von körperlicher Integrität, Rechen bis Familienanbleiben verklagen. Dieser Prozess vom schlechten Traitement heute Nacht seine Effekte lang nachdem den körperlichen Schmerz errieben ist. Die Morgen von dem 11. September 1973 gab es viel Liebe und war immens kalt. Eine Explosion mischt eiswaglich, es gibt Gebläse, Schlösser fallen, wir hören Schritte, ganz viele Schritte. An meine Familie und ich sprangen aus den Betten. Wir laufen 400 Jahre und entdecken, dass Eisproprietät von der chilenischen Armee ängstlich ist. Die Putschisten hatten Chile erlebt und dass einer der verschiedenen Regimenter und Limache, mein Stadt, heute immer von der Provinz von Valparaiso gehört. Und dafür war die chilenische Marine für die ganze Familie, heute die ganze Provinz kontrolliert wird. Es gab eine Bombe an ein Studio von einem Radiosender, Radio Victoria gesagt. Daraufhin gab die Antenne, die Gipfel von höchsten Hügeln auf einer großen Proprietät zu Limache war, dynamitiert. Es wurden Anschallplatten geklaut, als Telefunken, Hör- und Spielgeräte wurden mitgeholt. Alles, was vom Wert war, wurde geklaut und der Rest wurde verbrannt. Durchsicherung für Eisenhaus, Radiosender waren monokulant. Einschüchtern wurden sie auch dazu gehört, sobald sie da waren. Mein Papa und mein Bruder wurden festgehalten. Als ich nur hinten während Wind hat umgefallen. Körperliche Tortur für meinen Papa und meinen Bruder, wo psychologische Tortur für eine Familie. Mein Mann, meine Schwester und ich durch die ganze Provinz. Wir gingen bei Tieren von den Regimenten mit Fotos von meinem Papa und von meinem Bruder, für zu weisen, ob sie da wären.
Am Dezember 1973 fängt die Regime an, so zu gehen, dass politische Gefangene anfängt an, Informationen überzugehen. Haut, riesig, dass das durch Organisationen wie Amnesty, das ermöglicht gouf. Mein Papa und mein Bruder goufen darauf hin vom Kleber, den chilenische Marine Marchande geheiert hat, das Regime als Gefängnisschiff benutzt hat, an die Prison von Valparaiso gebracht, und dann hat Croix Rouge International sie besichert. Von dieser Periode habe ich in Erinnerung, als wäre etwas nicht von dieser Welt. Mein Papa und mein Bruder haben nie gewollt, eins von den Torturen zu erzählen, die sie mussten aushalten. Hast du vielleicht einen kleinen Kommentar darüber, wenn Sie einen Film oder eine Reportage gesehen haben, aber mehr nicht. Wir haben miterlebt, wie sie Alzheimer, Allergien an andere psychosomatische Symptome hatten, und das, weil ihre Körper noch so viel schlechte Tretamente versichtigt, bemerkt, was sie machen. Entschuldigung. Ich hatte gedacht, ich vergessen. Mein Papa hat aus seinen Leiden Gedichte und Geschichten gemacht, für sich zu verschaffen. Mein Bruder hat eine Großfamilie mit 5 Kindern gegründet. Exil an Arrivée zu Lützburg. Finden kaufen mir Rat, als niemand wurde bekannt. Wir kaufen herzlich empfangen am Sänger, als sogar eine Rezeption an eine Ehe gemacht. Da müssten sich Lützburger Staatsbeamten und Autoritäten an nicht vergessen, sämtliche EU-Beamten, die verschiedenen Empfangkomitees kreiert hatten. Wir Chilenen waren privilegiert, wie ein gesagt, wie wir zu Lützburg empfangen dürfen. Der dämonische Justizminister Robert Krebs hat immer als genannt, mein Chilenen. Die schlechten Tretamente, an die die Zuständigen, die Uniformierten. Noch heute habe ich kein Vertrauen an, ich schon Angst, wenn ich eine Uniform gesehen. Alle Kontrolle, die von uniformierten Leuten gemacht wird, provoziert noch heute bei mir Herzrasen an Nervosität. Der Retour an den Chile. Seit 18 Jahren gehört Radio Latina von Limache zu Aldach am Chile. Den Nun go von den Sender vor, wo mein Pap als Erinnerung seiner Zeit, wo mit Portugiesen und Spanier beim Radio Latina zu Lützburg kollaboriert wird. Mit seinen 86 Jahren mischt mein Pap immer noch seine Arbeit als Journalist. Morgens von Montags bis Samstags während 20 Minuten kommentiert hier den chilenischen Alltag. Den Tag, wo meine Eltern dessen Radiosender RM inauguriert haben, genau den Tag hat Familie Arellano Carvajal seinen Kampf gegen das Regime gewonnen. Und hier Retour war ein Erfolg. Die Tortur auf der Welt hat nicht aufgehalten zu existieren. Und dafür verurteilen wir heute über Amnesty, dass Tortur immer noch existiert. Und das als meine Aufgabe, aus dem zu verteilen. Merci. Zu verurteilen. Merci. Merci beaucoup. من در سال 1982 که 16 سالم بود دستگیر شدم. حدود 6 سال تو زندانهای رژیم بودم.
I was arrested in 1982 when I was 16 years old, and I spent 6 years in Iran's regime prisons. اولین تجربه من از شکنجه موقع دستگیری بود. My first experience of torture was immediately after my arrest. بعد از کتک و مشت و لگد به بازداشتگاه سپاه بردن. After being beaten severely, they took me to the detention center of the Revolutionary Guard. صدای فریاد و شلاق که اونایی که رو تخت شلاق می‌خوردن رو میشنیدم. I could hear the cries and screaming of people who were being lashed on the torture beds. چون تخت کافی نبود من رو یه ساعت با کابل برق شلاق زدم در مورد دوستان به اعتراف بگیرم. As there were not enough beds, they fastened me and started to wipe me with an electric cable for about an hour. تمام بدنم درد میکرد. All my body was in pain. قبل از اون تو حملات خیابون فالنجا زیاد کتک خورده بودم، اما این درد جدید. I have been beaten before in the street clash with the regime thugs, or what we called phalanges, but this pain was something new to me. بعدش توی اتاق 3 متر مربع بردن که 16 تا زندانی دیگه هم اونجا بودن. Then they threw me in a cell with that was 3 square meters and along with 15 other detainees. جا برای نشستن سخت بود. It was hard to find a place to sit. 28 روز تو اون سلول بودیم، همه شلاق خورده و مجروح. I was detained there for 28 days. We were all wiped and injured. حمومی نبود. There was no shower. هر شب بچه‌ها رو بیرون می‌بردن و صدای تیربارونا رو می‌شنیدیم. Each night they took some of us out and we heard the gunfires. خیلی‌ها برنگشتن، فهمیدیم که اعدام شدن. Many never came back and we knew that they were executed. تو این مدت من دوبار بازجویی شدم. During this period I was interrogated twice. بعد از هر بازجویی یه دونه اعدام مصنوعی ترتیب دادم. After each interrogation they set up a fake execution. چشام رو بستن و شلیک کردن. It was so that they blindfolded us and they fired an automatic gun near our head. هدفشون این بود که تا حد مرگ بترسونن، از نظر روانی فرو بریزن. The goal was to scare us to death and crush psychological resistance so that we give confessions. یکی از همسلولیامون دستش رو با قنداق تفنگ شکونده بودن تو آب جوش گذاشته بودن. And one of our inmates had his finger cut off and it was put on the boiling water. همه شب صدای شلاق و فریاد بود. All the nights we were hearing screaming and cries. کابوسی که هیچ موقع تموم نمی‌شد. As if there was a never-ending nightmare. من ادامه ماجرا رو توضیح نمیدم. I will not carry on explaining my detention. چند مورد در مورد شکنجه‌ای که تو زندان بود شاهد بودم توضیح. I just mentioned some of the tortures that I've witnessed during my imprisonment. یکی از بدترین شکنجه‌ها دیدن اعتراف‌های ویدئویی بود که 16 ساعت بعضی وقتا می‌شستیم می‌دیدیم. One of the worst torture techniques that was to force us to watch video broadcasts of forced confessions up to 16 hours a day. روش دیگر سکوت اجباری بود. Another technique was obligatory silence. تختای 3 طبقه رو پارتیشن بندی کرده بودن مثل دیوار. باید میشستیم رو به دیوار سکوت میکردیم. They put us on the 3-story bed so that the beds were partitions and we were to sit down on this bed silently and just stare to the wall. تقریبا 14 نفر تو بند ما به خاطر دیوونه شده بودن. Only in our wards, because of this method, 14 people went insane. صدای جیغ اونا بیشتر از من اذیت می‌کرد. They were just screaming randomly and it was added to our suffering. یه مورد دیگه زندانیان رو مجبور می‌کردن موهای تراشیده‌شون رو بکنن. Another method was that they forced us to eat our hairs.
آمپول زیر پوست هم یکی از دردناکترین چیزا بود. One other method was that they injected air into under the blood, under the skin, but not in the vein. تقریبا همیشه گرسنه. We were almost always hungry. برای یه 8 نفر یه دونه نون وزن دادم. They gave a loaf of bread for 8 of us. من توضیح زیاد نمیدم. I don't want to carry on explaining everything. میدونید 6 سال چیزی نیست در چند دقیقه. You cannot explain 6 years in a few minutes. عوارض زندان چند تایی که الان دارم. Let me tell you just one of the lasting effects. گوش راستم نمیشنوه. My right ear is deaf. هنوز جای سوختگی تو لبم هست. I still have burn sign on my neck. بیشتر دندونام شکسته. Most of my teeth are broken دندون مصنوعی استفاده. and I have artificial teeth. زانوام مشکل داره، یکیشو عمل کردم یکیشو نه. I still have pain in my knees and I operated one of them. بیضم تو زندان عمل کردم. I had to operate one of my testicles in the prison. جای زخم هنوز تو بدنم. And I have still the signs of the scar on my body. راه رفتن مشکل هنوز. I have difficulty walking. اما مشکل اصلی مشکل روحه. But the main problem is the psychological one. واقعا بعضی وقتا تمرکز ندارم. I have difficulty in concentration. بعضی وقتا چند ساعت بی خود دیوار نگاه میکنم. For no obvious reason, I just stare into wall for hours and hours. هر خبری در مورد اعدام و شکنجه من رو تحت تاثیر میذاره. Hearing anything about the bad news about torture affects me deeply. بیخوابی و تعادل روانی بد می‌خورم. So that I miss my mental balance and I suffer from insomnia. هر روز تو خبرها می‌بینیم مثلا 70 اعدام در 20 روز گذشته. We hear frequently that, for example, 20 people were executed 70 people were executed in the last 20 days in Iran. 687 تا اعدام تو 2013. 687 executions in 2013. حمله اخیر به بند 2350 They have recently rushed into one of the wards and started to beat all the prisoners. که رئیس زندانش رئیس دادگستری. And the perpetrators were promoted. شکنجه هنوز و شکنجه و اعدام هنوز ادامه داره. So unfortunately the torture still exists. من به امید آزادی میهنم. I'm alive with the hope of freedom for my country. دادگاه کشیدن جنایتکاران دارم. And bring those criminals to justice. این چیزیه که به شما ژورنالیست‌ها و بسیج افکار عمومی محدوده. This is something that is only possible by mobilizing the public opinion and with the help of you journalists. امید روزی هستم که شکنجه، قتل و اعدام بشه. I wish one day comes when no one in the world will be tortured and execution will be stopped. مختصری بود است. It was just a brief. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Reza. C'est important de nous rappeler que la torture continue aujourd'hui. C'est vrai que Riyad nous parlera aujourd'hui de la Syrie et de son expérience, évidemment aussi un contexte où la torture est particulièrement utilisée, particulièrement répandue. Riyad, you have the floor. Hello everybody. Actually, I don't know how to start and how to finish talking about. Nobody likes to talk about the painful moments in his life. I'll try to describe in brief summary what's happening with me. I was arrested from my office in my company. Actually, I had an IT company in Syria which providing services of the IT
I refused to do the orders for the one president politics security branch. In Syria there is a lot of security branches. The difficult one it's the politic security branch. And when they took me from my office, they put me on the car, and there was some other people also. They arrested them because they was participated in the demonstration. They are hitting us inside the car without talking for us. You need freedom. You don't do the orders for the president, something like this. When we arrived to the security branch, they directly put the restriction in our hands and closed our eyes and hitting us crudely, kicking us, and also by the cables and by the wood also. The reception was there, as I remember. They throw us on the ground, all of us, and the security agent was standing on us and also hitting us, jumping on us, on our heads, on our backs. After that, they just threw us on one corridor, and they leave us on the corridor for some days, and everyone coming, kicking us, and also using the cables. We don't even drink, and even every 2 days giving us water and just giving us something just to be alive, not to die. And after that, after some days, I don't know how many days, they transfer us to one cell. It's around 2 meters. I don't know the number of the people with me, but we cannot sitting, we just standing. If someone want to cross legged, just one can do that. After some days, I feel I cannot even sense my legs, and I asked to see the doctor for the branch is there, and they took me to there. I told him I cannot even feel my legs. I don't sense that. And he answered me. He hits me and he kicked me and he told me, now you are better. And he called someone to take him out and return me to there. And they, during the investigation, they are taught you using very harsh methods, such as hitting with the cables, the electric stuck also, and also with the wheel, putting you, I don't know how they are putting person on the wheel and also hitting you. And there is some machines, this people created it. It's not like this, not something like this. Putting the people on the ceiling, and they are shooting all your body. And till now I feel I have problem because of that. And many times I wish to die, because there it's better if you die than this kind of torture. I just want to
conclude my talks by one famous sentences in Syria. It's known by all the people. If someone go on the prison, Bashar al-Assad prisons, who enters for this prison, he is lost, disappeared. And if someone get out, that means reborn it. Thank you. Thank you, Riyad. Merci à tous les trois, Yolanda, Reza et Riyad, pour ces témoignages très très durs. C'est évidemment important, on ne fait pas ça pour le plaisir. L'objectif, c'est évidemment d'aller de l'avant avec ces témoignages et d'améliorer la situation mondiale. Je vous disais tout à l'heure, 141 pays pratiquent encore la torture. Donc il y a beaucoup de boulot devant nous. Et c'est pour ça que nous avons vraiment voulu leur donner la parole, pour nous rappeler combien c'était important. Je vais passer tout de suite la parole à Antonia, qui est assise à la table, pour qu'elle nous dise en quelques mots les grands axes de la campagne d'Amnesty dans les prochains mois. C'est évidemment très important d'aller au-delà de l'histoire pour se rendre compte que ces histoires vont nous conduire à faire des choses et, si possible, à changer, à améliorer la situation. Je reparle surtout de la campagne au Luxembourg. Donc, alors, elle débutera par le lancement de 3 pétitions pour 3 victimes de torture. Donc, c'est Claudia Medina, une femme mexicaine de 34 ans. Dileram Abdoukadirova, une prisonnière d'opinion d'Ouzbékistan de 49 ans. Et puis Moses Akatouba, un étudiant nigérien qui a seulement 23 ans. Donc les pétitions sont disponibles à partir de demain sur notre site amnesty.lu. Et nous appelons le public au Luxembourg à montrer leur solidarité avec les victimes de torture en signant ces pétitions. Et puis très prochainement, le 28 juin 2014, à l'occasion de la journée mondiale pour le soutien des victimes de la torture, nous organiserons une grande action de sensibilisation au centre-ville de Luxembourg. C'est les plans à court terme. Voilà, donc c'est une campagne qui va durer 2 ans et qui rassemble vraiment toutes les forces d'Amnesty International dans le monde entier. Donc on espère que dans 2 ans, on aura vraiment atteint des résultats, en particulier dans 5 pays, dont Antonia en a mentionné 3, dans lesquels nous pensons que nous pouvons atteindre des résultats très concrets d'ici 2 ans. Mais l'objectif à long terme, c'est évidemment que cette convention, cette excellente convention contre la torture, soit réellement appliquée par tous. Donc voilà, je crois qu'on va s'arrêter là pour le briefing. Est-ce que vous avez des questions ? Yolanda me disait qu'il y avait une faute d'orthographe dans son nom. Oui, il y a un L de trop. Il y a un seul L, c'est Yolanda avec un L. Est-ce que vous avez des questions, sinon, sur la campagne ou sur la situation en général? En fait, si les pays violent la convention, il n'y a pas de... Le problème, c'est qu'il n'y a pas de retombées ou de sanctions. Alors la convention est assez bien faite. Maintenant, ça reste une convention, ça reste un traité. Un traité, comme tous les traités, n'a de sens que s'il est traduit en droit national et s'il est réellement mis en œuvre. Si vous avez un État qui a signé, ratifié la convention, mais que les personnes en prison n'ont pas le droit d'appeler un avocat ou qu'il n'y a pas d'examens médicaux, ben, vous avez clairement un problème. La convention reste un beau texte, mais sans application concrète. Et c'est un peu la situation qu'on a aujourd'hui. Donc la convention est bonne. Elle a des mécanismes, elle a notamment un mécanisme de contrôle et de rapportage, un peu comme d'autres conventions où les États doivent se présenter au rapport, si vous voulez. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des informations. La torture est une pratique qui est en général secrète, qui est faite dans des conditions bien précises, et l'information, y compris l'information dont Amnesty dispose, n'est pas complète. Je vous parlais de 141 pays, il est possible qu'il y en ait beaucoup plus. L'information que nous avons est malheureusement trop partielle, trop anecdotique. Même quand les États doivent rapporter,
ça ne veut pas dire qu'ils vont rapporter sur les situations. Il faut idéalement aussi un contrôle un peu intrusif qui aille, vous savez, qui arrive un jour dans les prisons du pays sans prévenir et qui fasse un examen. Et donc il faut que les personnes qui fassent ces contrôles aient accès aux prisons, aux lieux de torture. Donc ça n'est pas quelque chose d'automatique. Le traité est très bon, mais il doit vraiment être suivi d'effets. Nous avons par exemple participé à des réunions que le ministère des Affaires étrangères organisait il y a quelques mois sur la Convention contre la torture au Grand-Duché. C'est bien, c'est un processus intéressant où les différentes administrations se retrouvent et rapportent devant la société civile. C'est un genre de chose qui est vraiment positive, mais il en faut plus. Il faut plus de ces petits mécanismes, il faut peut-être plus que des gens comme vous posent des questions. Mais pour ça, il faut évidemment que la presse soit libre, ce qui n'est pas toujours le cas dans beaucoup de pays. Donc oui, c'est un gros travail, mais qui est faisable. Ceci dit, c'est pour ça qu'on a choisi 5 pays pour commencer, parce que dans ces 5 pays, il y a déjà des structures, il y a déjà des choses qui fonctionnent, mais il faut les renforcer. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, c'est. Franchement, le Mexique, ça m'étonne, parce que ça paraît tellement un peu développé. Enfin, avec le Nigeria, c'est peut-être moins surprenant. Oui, le Mexique, c'est très frappant. Hein. Les informations sont assez effrayantes. Nous avons fait campagne il y a quelques mois pour une maman mexicaine qui avait été violée, torturée par des militaires, en toute impunité. Bon, c'est un cas parmi beaucoup d'autres et il y a vraiment du boulot. Si vous voulez des informations plus détaillées sur le Mexique, il y a toujours notre rapport annuel qui est disponible en ligne et qui est encore plus en détail. Il y a aussi des études de cas, y compris sur le Mexique, qu'on peut vous donner. D'autres questions ? Ben, en ce cas, merci beaucoup d'avoir été là. Votre présence est vraiment importante. Hein. C'est vrai que dans ce genre de campagne, les médias jouent un rôle clé pour relayer l'information et nous permettre d'avoir un impact. Donc pour nous, c'est le début d'une campagne. Donc on y reviendra certainement dans les prochains mois, notamment pendant la campagne Bougie et le 10 décembre. Ce seront certains de nos prochains jalons, en plus des actions dont Antonia a parlé tout à l'heure. Donc merci beaucoup et à la prochaine fois alors.